Ahoy, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadela Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui, on est avec Juliette, Jus de pêche sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Bonjour Caro, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de m'avoir invitée à parler sur ce podcast. Donc je m'appelle Juliette, j'ai 31 ans, je suis professeure de yoga depuis 2 ans à Paris et donc essentiellement en visio aujourd'hui au vu des conditions. Je fais également un peu de mannequinat depuis quelques temps, donc pour les grandes tailles, en tout cas à partir du 42-44, que ce soit sur de la lingerie ou des vêtements sportifs. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour pouvoir parler de thèmes qui me sont chers, tels que le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes et ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça et être toujours un peu plus en harmonie avec la personne que nous sommes. Super. Je suis super contente d'avoir donc déjà une prof de yoga et aussi une mannequin. Je trouve que j'ai pas eu ce profil-là depuis le début des interviews. Je trouve ça très intéressant d'avoir ton avis sur ce domaine un peu autour du mannequinat aussi. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc j'ai hâte de t'interroger vis-à-vis de tout ça. Je serais ravie d'en parler, de pouvoir amener un peu mon expérience par rapport à ça, si tu veux. Oui, en quelques mots, avec grand plaisir. Avant de parler justement du thème du mannequinat, etc., je t'avais posé la question de ton rapport à la nourriture et tu m'avais répondu qu'il était assez original parce que t'as fait des années et des années de régime et que quand même depuis quelques mois ça s'apaise. Est-ce que tu peux me revenir un peu sur ton expérience vis-à-vis des régimes, de ton rapport à la nourriture jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr. Écoute, oui, quand je dis que c'est assez original, j'ai choisi en fait de dire que c'est original parce que pendant des années j'aurais dit il est catastrophique, oh là là c'est un drame, c'est la guerre, je m'en sors pas et tout, jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Hein, donc c'est pas moqueur quand je dis ça, mais c'est plus que j'apprends à changer mon état d'esprit par rapport à ça. J'ai commencé les régimes à 13 ans. Ma mère a un peu paniqué à la vue de quelques kilos sur la balance au moment de la puberté, donc tout ce qu'il y a de plus normal. Heureusement aujourd'hui on le sait, donc j'ose espérer que ça évoluera. Mais enfin bref, moi à 13 ans ça a commencé à s'arrondir un peu partout, la poitrine, les hanches, tout ça. Donc premier régime Weight Watchers. Donc le pire truc à faire à 13 ans, je pense, enfin un des pires trucs en tout cas, c'est de se retrouver dans des réunions tous les jeudis soirs avec des femmes qui ont 2, 3, 4 fois notre âge, qui perdent des kilos de grossesse ou qui viennent gérer des problèmes, des vrais problèmes en fait, des vrais problèmes avec la nourriture. Je parlerai pas forcément des régimes si j'y suis pas invitée, mais en tout cas ces femmes-là elles viennent pour un problème qu'elles veulent résoudre. Moi à 13 ans je suis loin d'être consciente de ça, mais j'ai pas de problème, j'ai juste un appétit parce que je grandis et puis voilà, la puberté, les formes qui apparaissent. Et c'est le début d'une spirale infernale parce que je perds du poids. Sauf que tu penses un peu la première fois que tu fais un régime que ça y est, t'as perdu du poids, la vie reprend son cours. Sauf que tu viens de rentrer dans un engrenage qui signe un peu le début de la fin si on n'y fait pas attention. C'est-à-dire que dorénavant, non, plus rien n'est pareil. Donc tout ce que tu vas manger va, pour ma part, tout ce que j'ai mangé est devenu soit dans une catégorie, soit dans une autre. Ce qu'il faut manger et ce qu'il faut pas manger. Et j'ai commencé à mettre en place des mécanismes de contrôle, de culpabilité, de choses comme ça dans la nourriture. Vis-à-vis de ma mère encore plus. On vivait toutes les deux, donc je me souviens de me cacher pour manger des trucs ou d'attendre la fin de la réunion Weight Watchers pour me gaver de tous les trucs que je m'étais interdit toute la semaine. Et puis en fait, ça a été comme ça pendant plusieurs années. Donc après, j'ai eu la chance l'année d'après ce régime de partir à l'internat pour faire mes années de lycée. Donc j'étais un peu plus tranquille, sauf qu'en fait ça a coïncidé avec l'âge où j'ai commencé à prendre la pilule qui m'a elle aussi fait prendre du poids. Et puis l'alimentation au lycée, à l'internat on fait avec ce qu'on a, donc on mange ce qu'on trouve. Et puis viennent les problèmes à l'adolescence qu'on peut rencontrer, les chagrins d'amour, les problèmes familiaux. Enfin moi j'avais un peu tout qui se cumulait. Et en fait je me suis vite réfugiée dans la nourriture. Mais comme j'avais déjà des premiers trucs en lien avec les régimes, ça a été un peu catastrophique quoi. Donc j'avais l'impression de me venger sur la nourriture, de vouloir me faire du mal. Donc cette
j'ai fait un peu d'hyperphagie, j'ai fait de la boulimie vomitive aussi. Et j'ai refait le régime Weight Watchers pendant que j'étais au lycée. Je me souviens, j'avais une dérogation spéciale pour sortir le mardi soir et aller à des réunions. Et c'était terrible parce que je m'étais retrouvée avec la mère de quelqu'un qui était au lycée avec moi, quoi. Et je me disais, mais il y a un truc qui tourne pas rond, mais je sais pas quoi. C'était très bizarre. Et puis après, il y a eu d'autres choses. Quelques années plus tard, j'ai fait un truc qui s'appelait Energy Diet avec des shakers qu'on prenait protéinés avec des fruits, des légumes à côté. Donc t'as de l'énergie sur le coup, mais en vrai, t'as faim tout le temps. Et puis, au secours, je mange liquide. Je veux dire, je me suis pas fait enlever les dents de sagesse, donc rendez-moi de la vraie nourriture. Et puis ça a été un cercle comme ça. Le dernier, après, j'ai fait du camp. Alors ça a été le pire. J'ai fait le régime du camp 2 fois. Donc c'est pareil, les pertes de poids sont spectaculaires, mais moralement, c'est très difficile. Et puis en fait, ça coupe de toute forme de sociabilité, de vie sociale. Ça coupe de tout sentiment normal qu'on peut avoir vis-à-vis de la nourriture. Donc ça a été quand même assez périlleux. Bon, je vais pas tout faire, mais en gros, ça a commencé à 13 ans et j'ai dit stop quand j'avais 25-26 ans, après une dernière tentative Weight Watchers, donc ouais, il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est assez récent, en vrai. Et depuis ces 5 ans où il y a plus de régime, il y a quand même un peu du contrôle, il y a quand même un peu de, j'ai envie de faire attention à ce que je mange et en même temps, est-ce que je fais attention? Et il y a tout un schéma mental que j'ai essayé de mettre en place pour déjà arrêter d'utiliser certaines phrases, certaines tournures et certains comportements de contrôle obsessionnel avec moi-même. Sauf que ça passe aussi par l'entourage. Et ma mère a toujours pas compris qu'en fait, me dire que j'ai maigri, ça ne me fait pas plaisir. Me dire que j'ai grossi, ça me fait encore moins plaisir. Me dire que je serai plus jolie quand j'aurai maigri et des choses comme ça et tout. Et j'ai grandi, j'ai fait ma vie de femme avec ça. Donc aujourd'hui, j'apprends à me séparer de tout ça. Et en fait, aujourd'hui, quand je dis que c'est original, c'est que je suis arrivée à un poids le plus élevé que j'ai jamais fait. J'ai déjà fait ce poids, mais en tout cas, c'est un palier qui n'a jamais été dépassé. Donc c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Et en fait, avec le yoga, j'ai réussi à me rendre compte que ok, le corps est pas celui que j'ambitionnais, mais avec autant d'années de régime, tu sais même plus ce que tu recherches. Enfin, moi, je savais même plus ce que je cherchais. Est-ce que c'était un poids spécial? Est-ce que c'était une taille de vêtement? Est-ce que c'était un reflet dans la glace? J'avais complètement perdu l'idée de ce que je visais, en fait, à la base. Tu vois, parce que tu grandis, tu prends de la poitrine. Ma taille s'est arrêtée. J'ai jamais dépassé 1m60 depuis que j'ai 13 ans. Mais en fait, ton corps évolue avec le reste. Donc tu sais même plus c'est quoi un bon poids. Tu sais plus ce que c'est. Puis t'as les hormones, la pilule, tous les trucs et tout. Donc en fait, tu sais même plus ce que tu cherches. Pour ma part, je savais même plus ce que je visais. Mais sauf que j'ai continué à prendre du poids d'année après année, en fait. Quand j'ai commencé le premier régime Weight Watchers, je me souviens, j'avais 13 ans, je faisais 63 kilos. J'étais vraiment hyper bien. J'ai revu des photos, mais je comprends pas à l'époque. Et en fait, aujourd'hui, je pèse, je le dis sans scrupule, je fais 82 kilos, donc il y a presque 20 kilos d'écart. Et donc je le vois là, forcément, pour le coup, sur les photos, je suis beaucoup plus enrobée, beaucoup plus potelée, j'ai beaucoup plus de rondeur. Et donc ça me fait un peu mal, parfois, quand je regarde les photos. Dans les mauvais jours, je me dis, mais pourquoi avoir tout gâché? Comment c'est parti comme ça? Et en fait, aujourd'hui, je me dis, je prends le positif. J'ai longtemps cru que mon corps serait un obstacle pour plein de choses. Ce serait un obstacle pour trouver l'amour, ce serait un obstacle pour m'épanouir sur la plage, pour porter des jolis vêtements. Quand j'ai commencé à faire du yoga, ça me plaisait beaucoup, mais je me disais, oh là là, mais regarde-toi, tu transpires, tu remets ta brassière et ton legging en place toutes les 3 minutes, t'arrives pas à faire la moitié de ce que font les autres, t'es pas souple. J'étais pas très sympa. Et mais en fait, ça m'a sauvé le yoga parce que j'ai continué à venir indépendamment de tout ça en me disant, mais ça me fait tellement de bien moralement. Je ressors, j'ai le sourire, je me sens légère, je me sens bien. Donc je continue et j'ai continué jusqu'à faire une formation. Je ne voulais pas du tout devenir prof. Et en fait, à la fin, ça a paru un peu comme une évidence. Je me suis dit, mais attends, moi, ça me fait énormément de bien. Ça me fait plaisir de m'entraîner sur mon entourage. Et je suis sûre que le yoga peut être, un facteur déclencheur pour se réconcilier avec soi pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de voir que c'est le cas et que je peux compter parmi mes élèves, des gens qui apprennent petit à petit à se laisser un peu plus tranquille, à être plus bienveillant avec soi. Et après, le rapport à l'alimentation, le rapport au poids, à la balance et tout, il est propre à chacun. Moi, j'interviens pas à ce niveau-là. J'interviens juste en disant que à l'heure actuelle, à l'instant T, on a le corps qu'on a et il faut essayer d'en tirer tous les bénéfices, de faire de son mieux, d'en prendre soin. J'étais une férue de bootcamp, de boxe à une époque et tout. Sauf qu'en fait, à chaque fois quand je faisais des programmes assez intenses, au bout de 3 semaines, je me retrouvais bloquée du dos ou autre, où j'avais mal quelque part. Parce qu'en fait, je forçais. Alors qu'aujourd'hui, avec le yoga, même si je pratique quand même très régulièrement parce que je donne beaucoup de cours par semaine, je vais beaucoup plus à mon rythme, je suis plus dans la performance. Donc en fait, mon corps
est beaucoup plus capable de tenir sur la durée. Je suis en train de me rendre compte que je digresse, que je pars un peu dans tous les sens, donc je vais faire une pause. J'ai pris beaucoup de notes, je ne sais plus par où commencer parce que c'était très intéressant, c'est pour ça que je ne t'ai pas coupé du tout parce que j'ai trouvé ça très intéressant, tu m'as fait tout un récap et c'est non tu t'as pas digressé parce que ça montre tout ton parcours. Par contre, du coup, je vais revenir un peu au début parce que j'avais des questions, enfin pas vraiment au début, mais j'ai l'impression que ce point-là se rejoint un peu dans tout ton parcours par rapport aux remarques de ta mère. Est-ce que déjà, je me pose la question de le premier régime que tu as fait, est-ce que c'est dû aux remarques de ta mère ou dû aux remarques de ton entourage, ou est-ce que c'est parce que vraiment tu as vu dans tes amis que tu étais plus grosse qu'elle et que du coup ça te posait problème? Comment tu as commencé à faire ces régimes? Est-ce que c'est par rapport à ta mère qui s'inquiétait ou autre chose? Alors, d'aussi loin que je me souvienne, ma mère, elle était paniquée parce qu'elle a vécu ça à son adolescence. Elle était très costaud à son adolescence et elle s'est dit, oh là là, ma fille, ça va pas être la même chose. Et en fait, même plus jeune, même à 7, 8, 9 ans, je me souviens parfois à l'école, ils nous pesaient, où il y avait un médecin qui venait pour faire des trucs et tout. On regardait les uns les autres combien on mesure, combien on pèse. Et je me souviens que déjà, je me disais toujours, putain, mais moi, je pèse plus lourd que les autres. Alors qu'en vrai, là encore, j'ai retrouvé des photos, puis mon oncle et ma tante, avec qui j'ai passé beaucoup de temps petite, m'ont dit, mais non, mais t'étais pas, t'étais un enfant, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais tu sais, je sais pas comment décrire, ça fait toujours rire les gens, mais je faisais partie de ces enfants, tu sais, robustes, où en gros, tu dis, bon, bah, lui, il va pas tomber malade cet hiver, il est bien conditionné, tu vois. J'étais pas l'enfant chétive où tu te dis oh là là, elle est toute maigrelette et tout, pas du tout. Mais j'étais pas non plus l'enfant bedonnant ou avec potelé. J'ai toujours eu des bonnes joues, donc ça a toujours été quand même un signe de rondeur que je pouvais pas effacer. Mais corporellement parlant, rien à signaler. C'est juste que j'étais plus lourde, tu vois. Et en fait, à 13 ans, je me souviens pas tout à fait clairement, mais je sais que le fait de passer sur du 38-40, d'avoir tout qui s'arrondit, et sur la balance, de faire 63 kilos pour 1m60, bon, j'avais un gros coup de fourchette à l'époque, mais on mangeait mal à la maison aussi, tu vois. Je mangeais beaucoup, on mangeait mal à la maison. C'était pas équilibré, c'était à l'arrache. C'est pas pour blâmer ma mère, mais sérieusement, il y avait déjà des choses à revoir ici, tu vois. Et en fait, il y a toujours cette histoire d'IMC, dont on entend malheureusement encore parler aujourd'hui. Et en fait, à 13 ans, 1m60, 63 kilos, t'es déjà dans une fourchette un peu haute. On tire un signal d'alarme. Et ma mère, elle a voulu tirer un signal d'alarme en disant, oh là là, on va pas laisser le truc partir en sucette, on va prendre les choses à bras le corps dès maintenant, on va agir. Et en fait, c'est comme ça que c'était le début de la fin. Et je me souviens d'un pire truc qu'elle ait pu me dire et je lui en veux même plus aujourd'hui parce que je me dis qu'elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Mais pour toutes les mamans qui peuvent entendre ce podcast et qui peuvent avoir des dilemmes comme ça avec leurs enfants, moi, ma mère m'a dit un jour, parce que je voulais m'acheter un jean diesel. C'était la mode dans les années 2000. C'était la mode d'avoir un jean diesel et toutes mes copines en avaient et moi j'en voulais un. Et ma mère m'avait dit ok, mais tu perds 5 kilos avant. Donc j'ai jamais perdu 5 kilos. J'ai jamais eu de jean diesel. Comme si c'était grave d'acheter un vêtement dans la taille du dessus. Enfin aujourd'hui, quand je suis en boutique et que la personne me tend un vêtement et je sais d'avance que c'est trop petit, je dis non mais donnez-moi la taille du dessus ou au pire donnez-moi les deux tailles. Et je suis en accord. Je suis arrivée à un stade où et j'en suis très fière. J'en suis arrivée à un stade où je m'en fous de mettre un 42 ou un 44 parce qu'en vrai, d'une boutique à l'autre, c'est même pas la même chose. Donc, ça reste juste des numéros sur des vêtements. Et en plus, j'ai appris récemment que la différence entre deux tailles, on parle de 2-3 centimètres d'écart. Donc, c'est vraiment minime. C'est juste que, faut accepter parfois que le 44, il va nous permettre d'être un peu moins boudiné ou, dans mon cas, si ma poitrine prend tout le volume, si je veux que mes épaules, elles passent aussi, il faut faire un compromis, tu vois. Enfin, bref, à l'époque, c'est quand même ma mère le facteur déclencheur pour revenir sur ça. Parce que mes copines m'ont jamais dit que j'étais grosse ou autre. Enfin, j'ai pas trop souffert de ça, au collège. J'ai souffert de ça plus tard, plutôt au lycée, pendant mes études supérieures. Mais parce qu'en fait, les années avaient passé et ça y est, j'étais dans le conditionnement mental de me dire je suis grosse et il faut que je maigrisse, tu vois. C'était ça en fait, c'est ça qui a tout changé. C'est que au tout début, moi j'étais là, ok, ma mère a dit qu'il faut que je maigrisse, je maigris, tu vois, je vais faire les trucs, je vais noter ce que je mange, je vais me faire peser, nanani, nanana. Mais c'était une souffrance, tu vois, parce que tu dois calculer tout ce que tu manges. Avant tu disais tiens j'ai envie d'un deuxième dessert, là non, je vais pas le prendre. Ça m'a transformée en fait. Ça m'a enlevé toute ma spontanéité, tout le naturel en fait qu'un enfant peut avoir sur le fait de manger, de pas manger, d'avoir faim, de plus avoir faim. Mais aujourd'hui, tu vois, et encore une fois, c'est pas pour dire je suis meilleure qu'elle ou je la blâme ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais ce sont des sujets qu'on peut plus vraiment aborder et que je mets naturellement de côté parce que moi j'ai un peu fait la paix avec tout ça et ma mère elle continue encore d'être dans une spirale infernale. Elle fait des régimes tous les ans, elle se pèse tous les jours, elle est obsédée par la taille de ses vêtements et en fait elle vieillit,
tu vois, elle est passée du côté de la ménopause et tout, donc c'est normal encore une fois que le corps change, mais elle accepte pas. Donc il y a toujours un idéal à atteindre et un poids magique, le Graal ultime. Et en fait, moi, c'est un travail titanesque depuis des années pour me couper de ça, en fait, tu vois. Mais il n'y a pas de discussion possible avec elle finalement, du coup, aujourd'hui. Il peut y avoir, tu vois, récemment, je lui partageais au téléphone ma crainte, pour le coup, de prendre du poids pendant le 2e confinement. Parce que là, les derniers kilos qui se sont ajoutés sur la balance, qui me font peser aujourd'hui 82 kilos, je les ai pris pendant le confinement. Jusqu'au début d'année, je faisais peut-être 77 kilos, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, j'ai pris 5 kilos dans la tronche en 6 mois avec le premier confinement. Parce que le premier confinement, je faisais des gâteaux tous les jours. Je faisais de la bouffe à gogo, parce que j'adore cuisiner. Sauf qu'en fait, on est 2 dans l'appartement et on se retrouvait avec des trucs pour 6, pour 8. Et puis, tu congèles certains trucs et puis d'autres, tu dis non. Et puis, tu t'ennuies un peu. Puis, tu as une petite part de gâteau par-ci, une petite part de gâteau par-là. Et en fait, arrivé à un stade, c'est pas du bon sens ou quoi. C'est juste que, tu manges sans faim, tu te bouges pas, tu restes sur ton canapé, techniquement, à moins d'avoir beaucoup de bol, tu grossis. C'est pas un drame où il y a pas de truc. Ah, je comprends pas. Si, en fait, j'ai clairement beaucoup trop mangé pendant le confinement par rapport à la dose d'activité physique que j'avais. Et le corps, il sait pas quoi faire de ça, il stocke, tu vois. Et c'est plus ça qui a été difficile à accepter cet été, c'est de me dire, ah ouais, en fait, je dis toujours, j'en avais pas besoin de ces kilos-là, tu vois. J'avais déjà un petit stock qui me plaisait bien, c'était ok. Mais là, les 5 qui se sont ajoutés, ils étaient pas indispensables. Parce qu'en fait, ils sont venus me créer de la gêne au quotidien pour monter les escaliers, pour me plier en deux quand je fais du yoga, pour tout simplement profiter de mes vacances, porter des chaussures à talons et tout. Enfin, 5 kilos, ça pèse en fait, tu vois. En plus de quand t'es déjà un peu en surpoids. Donc là, je travaille à régler entre guillemets ça, tu vois. Alors je dis pas à faire un régime drastique, pas du tout. Mais en tout cas, j'essaie de comprendre pourquoi ils sont arrivés ces kilos et comment éventuellement ils peuvent repartir tranquillement. Ils sont pas trop les bienvenus, quoi, tu vois. Et même si, encore une fois, c'est pas dramatique, c'est juste que j'avais trouvé un équilibre, tu vois, j'avais trouvé une stabilité où j'oscillais entre 2-3 kilos d'une semaine à l'autre parce que le cycle, les hormones, tout cela. Mais là, est-ce qu'en même temps, c'est parce que je suis arrivée à un stade où ça y est, je suis un peu plus en paix avec moi-même, donc le corps, il s'est autorisé une petite protection supplémentaire, j'en sais rien. Enfin, c'est tellement complexe tout ça. Je me pose la question par rapport aux différents régimes que tu as fait, si c'est ça qui a provoqué du coup tes crises d'hyperphagie et de boulimie vomitive, le fait de faire plusieurs régimes, ou c'est autre chose aussi, notamment le discours de ta mère, ou je sais pas. Je me souviens, c'était surtout quand j'étais en première et ça correspondait avec une période où j'étais à fond dans mon année scolaire. Je voulais avoir des notes de fou, je voulais être la première, je voulais être la meilleure, je voulais être à fond et tout. Donc je me souviens que par exemple à l'internat, les mercredis, on avait le droit de sortir. Je sortais jamais, j'étais dans ma chambre à réviser, à bosser. Donc ça a payé. J'ai fait une année scolaire très brillante d'un point de vue des notes et tout. Mais ça m'empêchait pas d'atterrir à l'infirmerie plusieurs fois dans le mois parce que ça n'allait pas. Je me sentais incapable d'aller en cours, j'avais pas le moral. J'avais un contexte familial très spécial à l'époque. Mes parents étaient en divorce. C'était très très compliqué à l'époque. Et en fait, je rentrais que le week-end. Mais si tu veux, même si t'es pas là la semaine, il y a une ambiance, il y a un truc qui pèse en fait. Tu vois. Puis je me disais putain mais je sers à rien, je perds pas de poids, je grossis. Oh là là, je suis pas belle, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Puis je te dis ça y est, j'étais passée de l'autre côté du miroir. J'étais devenue la fille qui est obsédée par son poids. Tant qu'elle aura pas maigri, sera pas heureuse. Je me souviens qu'il y avait des fois où je sortais de l'internat, j'allais faire des courses, je revenais avec plein de gâteaux, du lait, enfin plein de choses et tout, et puis je mangeais. Donc au final, je me retrouvais avec un mal de ventre terrible. Les filles, s'il y avait des filles dans ma chambre à ce moment-là, elles disaient attends, ça a pas l'air d'aller et tout, on va aller chercher l'infirmière. Mais le pire, c'est que jamais personne m'a dit mais t'as peut-être trop mangé ou regarde, tu viens de t'enfiler un savane toute seule. Enfin tu vois, il y a jamais eu ça. J'ai jamais eu quelqu'un de méchant qui m'a dit non mais tu vois pas tout ce que tu te bouffes, pas du tout. Donc je pense que là-bas, c'était aussi, avec le recul aujourd'hui, les endroits où de toute façon personne me critiquait, personne me disait rien. Je pouvais faire ce que je voulais. J'étais en roue libre. Alors que le week-end, je me faisais un peu serrer la vis, tu vois. Je me souviens que parfois, la boulimie vomitive, heureusement, n'a pas duré très longtemps. Parce que je me souviens à l'époque qu'à chaque fois que je me retrouvais dans les toilettes du lycée à me faire vomir, je me disais tu vas perdre tes cheveux, tu vas perdre tes dents. Là, t'auras tout gagné. Ça agit un peu comme une phrase un peu barrière, ce qui fait que je me suis dit bon, ok, il faut que je trouve un moyen de plus le faire en fait, tu vois. Il faut que j'arrête de faire ça. Et à l'époque, c'était l'assistant social du lycée. J'étais allée le voir parce que fallait bien que je parle à quelqu'un, fallait bien que je trouve un moyen, qui m'avait envoyé vers une psychologue à l'extérieur du lycée qui était très chouette. Et puis j'ai repris le théâtre.
parce que je faisais du théâtre quand j'étais plus petite. Et ça m'a aidée, en fait. Ça m'a donné un exutoire. Plutôt que de rester enfermée dans ma chambre à me goinfrer et à me faire mal, parce qu'à manger jusqu'à vraiment avoir mal au ventre et être mal, au moins quand j'étais au théâtre, je faisais quelque chose qui me faisait du bien, tu vois. Et ça m'a aidée petit à petit à mettre de la distance avec ces comportements malsains, enfin qui me faisaient du mal. Alors après, c'est pas pour autant que j'ai arrêté, hein. Ça m'a suivi encore pendant des années. Je sais pas, la veille des règles ou une contrariété, une dispute ou autre. Allez hop, j'attrape ce que je trouve et je le dézingue. Bien sûr, ça a continué, mais en fait, ça m'a déjà permis une chose, c'est d'arrêter de me faire vomir et surtout de manger jusqu'à avoir presque l'impression que ça va exploser. Donc j'ai trouvé des palliatifs et ça c'était cool. Mais après, bah voilà, encore une fois, il y avait toujours ce truc dans la tête de me dire bah je suis toujours une grosse qui doit perdre du poids en fait. Donc je me fais plus vomir, mais je continue de manger beaucoup et puis tout, n'importe quoi, sans faire attention et puis me forcer à manger des trucs qui vont me faire maigrir. Enfin, bref, c'est un peu la folie, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Et justement, j'en viens un peu à l'image que tu as de ton corps, de ton poids, etc. Il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu qui m'ont interpellée dans ce que tu disais par rapport au confinement. Déjà, il faut quand même recontextualiser. C'est quand même un traumatisme pour tout le monde, ce confinement. Et donc un traumatisme pour les corps aussi, parce que, pour tous les corps, parce que on est forcé à ne pas faire d'activité physique en fait. Enfin, je veux dire, oui, on se balade dans l'appart, et on a le droit à 1 heure de marche. Enfin, on avait le droit à 1 heure de marche à 1 kilomètre, mais bref, à part ça, vraiment, qu'il y ait des sports qui n'étaient pas possibles de faire, pendant le confinement, à part la muscu et justement marcher de temps en temps, c'était tout. Et donc, si t'aimes pas marcher, que t'aimes pas faire la muscu, du coup, effectivement, ton corps reste dans le canapé et c'est tout. Mais du coup, déjà, faut aussi essayer de se dire que t'as pas eu trop le choix en fait de, entre guillemets, de manger. Il y a aussi le concept de voilà, c'est confinement, c'est déprimant, donc on mange parce que on s'ennuie, on n'a rien à faire d'autre. Il y a plein de choses. Il y a déjà le fait d'être enfermé, le fait de s'ennuyer, et donc moi je considère que le fait de prendre du poids c'est déjà normal parce que t'es un peu invité à le faire. Enfin, t'es incité à le faire en fait, à prendre du poids forcément parce que tu manges et tu fais que ça en fait, manger, dormir. On hibernait en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un peu en hibernation forcée. Et c'est très intéressant ce que tu dis là par rapport à la marche et tout. Moi, les premiers temps, j'osais même pas sortir. Je me disais, attends, mais j'ai pas de course à faire, je sors pas. Faut rester chez soi, je reste chez moi. J'étais très disciplinée. Aujourd'hui, je dirais pas que je suis moins, mais un peu quand même. En fait, j'utilise mon attestation volontiers. Pas tous les jours, mais régulièrement, pour me dire, allez, je fais le tour de mon quartier, je marche une demi-heure, je fais des tours, je fais des détours. Je m'étais dit que je le ferais tous les jours. Bon, je le fais quand j'ai envie de le faire, tu vois. Et je me mets moins la pression. Mais c'est surtout que là, tu disais, il y a la musculation. Alors, il y a plein de choses qui ont fleuri sur Internet. Moi-même, je me suis mise à faire des cours en visio parce que je me suis dit, attends, mais moi, j'ai plus de travail, en fait, là. J'ai plus de cours, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai tout converti en visio, ce qui fait que les rares fois où je suis pas en train de donner un cours, mais j'ai pas envie de prendre un cours, en fait. J'ai pas envie de redérouler mon tapis, de remettre la webcam en route, de m'inscrire, de regarder l'horaire. Ah, j'ai loupé le début du cours. Bon, j'essaierai demain. Sauf qu'en fait, moi, j'ai enquillé mes heures de yoga dans la semaine à donner aux autres. J'en ai énormément besoin, de prendre du yoga pour moi, mais flemme. Et puis, on est dans un petit appart. On se marche pas dessus, mais presque. On télétravaille tous les deux. Et donc, faire à bouffer, c'était tellement réconfortant. Oh là là, tous les trucs qu'on n'a jamais le temps de faire. Du pain, de la brioche, des trucs et tout, tu vois. Ça a été un vrai bonheur. Enfin, mon copain, il voyait les trucs sortir du four. Il me disait, tu vas encore te demander ce qu'on va faire de tout ça, mais Juliette, voyons, on est toujours que 2 et ton gâteau est toujours pour 8 personnes. Donc, j'ai la chance d'avoir des copines qui habitent le quartier, mais vraiment à 100 mètres. Donc, on faisait des Tupperware qu'on s'échangeait dans la rue. Alors, il y en a qui diront, c'est pas très Covid. Bah ouais, mais on en a les mains propres et puis, vas-y, c'est bon, quoi. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'était normal parce qu'en fait, fallait s'occuper et puis, on va pas se mentir. Manger, cuisiner, ça fait du bien en fait. Mais c'est ça. Et attends, il y a parce que je me permets de te couper, mais il y a des trucs qui, encore une fois, qui m'interpellent dans ce que tu dis. C'est, le fait d'avoir la flemme. T'as le droit aussi d'avoir la flemme. C'est déjà, effectivement, t'es pas non plus. En fait, il faut essayer je sais que c'est pas facile de se le dire, mais essayer d'être compatissante envers toi-même parce que t'étais pas inactive en fait, tu faisais pas rien de tes journées, tu donnais des cours et tu faisais à manger. Pour moi déjà c'est de l'action. Moi ne serait-ce que faire à manger des fois flemme donc donc ce que je veux dire c'est que bon voilà, ça c'est un plaisir, mais en plus ça te permet de vivre aussi de manger. Donc voilà, c'est aussi se dire que ok, t'as pas, je sais pas, t'as pas vraiment. Du coup, quand tu donnes des cours, tu fais du sport en plus. Tu veux dire, tu bouges ton corps, non? Oui. Alors au début, je faisais tout le cours, et en fait maintenant, je ralentis. Des fois, je dis à mes élèves, écoutez, là,
je vais pas tout faire avec vous parce que physiquement, j'en peux plus, en fait. Mais oui, mais c'est normal. Mais alors, je sais pas si là tu parles du premier ou du deuxième ou des deux confinements, mais c'est normal en fait. Enfin, le fait de te dire oui, il faut que j'allume mon ordi, que je fasse, alors que t'as déjà fait 12 séances dans la semaine, c'est bon. Enfin, genre, t'as aucune obligation à bouger ton corps si t'as pas envie. Et quand tu disais que que t'as pris 5 kilos, que c'est des kilos en trop, qui te gênent, etc. Moi, je comprends que tu le prennes comme ça parce qu'en fait, c'est toujours difficile de s'adapter à un nouveau poids, à de nouveaux kilos, etc. qui viennent rajouter des bourrelets, etc. Mais moi, j'ai plus l'impression quand même que c'est des kilos qui se sont installés parce que à ce moment-là, ton corps en avait besoin, ou enfin ton corps a décidé de stocker et peut-être que tu les perdras parce que une fois qu'on sera plus confiné et que tu t'en rendras même pas compte. Mais le fait de vouloir les perdre, je pense que ça va te déconnecter de ton corps. Tu vois, si tu dois les perdre, tu les perdras, mais si tu les perds pas, c'est pas grave non plus. Tu vois, enfin on a tous et toutes vécu un traumatisme avec le confinement. T'as pris 5 kilos, il y en a qui en ont pris 10, il y en a qui en ont perdu. Mais en fait, chacun a vécu ça différemment. Et donc, je pense que le corps a pris les marques, on va dire, les cicatrices de ce traumatisme. Mais en vouloir à ton corps plus qu'au confinement, c'est dommage, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'en veux pas à mon corps. C'est juste que, en fait, quand il a fallu ressortir les vêtements pour ressortir dans la rue et tout, alors les vêtements d'été ça allait, les vêtements d'été je sais pas, bizarrement ils sont plus confortables que les vêtements d'hiver, mais j'avais mes jeans favoris qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, tu vois, et qui suivent même des fluctuations à 2-3 kilos. Là c'était impossible de les enfiler et en fait c'est là où je me suis dit oh merde, oh non, tu vois, parce que tu t'en rends compte quand tu grossis, tu t'en rends compte quand même un peu. Mais j'avais arrêté de porter des soutiens-gorge pendant le confinement, donc ça a été une épreuve de remettre des soutiens-gorge et des jeans en fait. Et donc je me suis dit donc je suis condamnée à mettre que des leggings. Tu vois, il y avait un peu un truc du style va falloir racheter des vêtements, va falloir revendre ces vêtements-là ou est-ce qu'il faut les garder? Tu sais, cet effet j'en fais quoi en fait de mes vêtements? Et je me suis dit non, je retourne pas là-dedans quoi. Tu vois? En fait, aujourd'hui, c'est là où je parlais au début de mon rapport à la nourriture qui est original, c'est que aujourd'hui, je suis plus en train de m'interdire de manger ci ou ça, mais en revanche, je pense que c'est un peu une conséquence malheureusement de tous ces régimes, c'est que ma digestion, elle est plus comme avant. Bon, on vieillit, il y a plein de choses et tout, mais en gros, aujourd'hui, il y a des choses, je les mange, ça me fait plaisir dans la bouche, sauf que un quart d'heure après, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, et même en petite quantité, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai changé la vision des choses, c'est de me dire, ok, tu continues de manger ces trucs-là, mais tu sais que derrière, t'es pas très bien, donc ça vaut le coup de tester des nouveaux modes alimentaires qui, sur le coup, sont moins appétissants, mais en fait, tu peux apprendre à les cuisiner différemment, à les travailler, parce que derrière, le confort digestif, il t'assure un confort physique au quotidien pour le yoga, pour plein de choses et tout. Donc c'est là où aujourd'hui, je trouve que c'est original pour moi, c'est que je réfléchis à comment je m'alimente plus dans cette optique de me dire mon corps c'est une petite voiture et la nourriture c'est son carburant et je choisis ce que je mets dedans. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait un gros travail intellectuel pour ne plus être dans le jugement de ce que je mange par rapport à un aspect calorique ou autre, mais plus à un aspect fonctionnel, tu vois. Je sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise solution. Je comprends. Je suis toujours accompagnée par une psychologue nutritionniste, donc ça m'aide beaucoup dans cette démarche. Et puis je pense qu'on est en perpétuelle évolution, on se pose toujours plein de questions, tout ça, mais je me sens déjà beaucoup plus apaisée par rapport au rapport que je pouvais avoir avec l'alimentation il y a encore 1 an, tu vois, ou même 2 ans. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que dans les régimes, je pense qu'on est vachement amené du coup après à même quand on n'en fait pas, à manger ce qui nous paraît le moins calorique, alors que là, du coup, tu te concentres plus sur qu'est-ce qui va quand même me rendre le moins inconfortable possible en termes de digestion. Et c'est sur ça, je pense qu'il faut se centrer en fait, plutôt que de suivre les injonctions de oui, par exemple, tu m'en parlais d'ailleurs quand je t'ai posé la question de oui, le petit déjeuner c'est très important. Pour certains, non, pas du tout. Pour certains, c'est une mauvaise digestion enfin, ça va leur donner une mauvaise digestion par exemple de boire du lait le matin ou de manger sucré le matin, ils vont préférer manger salé. En fait, il n'y a pas de règle unanime ou de règle générale, il y a que celle que ton corps te donne, t'impose entre guillemets. Ça reste quand même difficile de se détacher de tant d'années de régime, non mais ça quand même bon, c'est OK, ça me fait pas très bien digérer, mais quand même c'est moins calorique et puis enfin voilà, tu vois, il y a toujours cette petite hésitation quoi. Donc c'est exactement ça. Et tu vois, je me suis fait la remarque, la constatation assez naturelle la semaine dernière. Alors, je mange rarement des desserts, tu vois. Le midi, je mange ce que je mange et tout, et c'est rare que je termine par un fruit ou un dessert. Enfin, c'est pas dans mes habitudes.
tu vois. Je suis plus une équipe salée, moi. Et je vais manger du sucré plutôt pour le goûter ou parce que il y a une occasion où j'ai préparé des trucs, mais c'est pas spontané. Bref, j'ai acheté de la danette au chocolat, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Je suis passée devant le rayon, j'ai dit oh là là, mais ça fait longtemps, tiens, je vais m'en acheter et tout. Donc la première, je l'ai mangée après un repas, tu vois, en dessert. Donc j'étais super contente et tout, petit dessert, oh là là, ça rappelle des souvenirs et tout. Et quelques jours plus tard, il était 16-17 heures, j'ai dit bon ok, je travaille jusqu'à 20h30, j'ai faim, je vais me faire un vrai goûter. Donc j'ai pris une danette, j'ai mis 2-3 amandes, j'ai pris une petite grappe de raisin, je me suis dit bon allez, ça me plaît, tu vois, ça me plaît. Et en fait, erreur, la danette, elle m'a tué le bide. Et je sais que ce sont ni les amandes, ni le raisin, parce que j'en mange très régulièrement. Enfin, beaucoup plus régulièrement, en tout cas, de la danette. Et en fait, j'ai eu des crampes d'estomac, mais un truc pas possible. Et je me suis dit, ok, alors techniquement, là, la danette, toute seule, entre guillemets, elle est pas passée. Donc, on abandonne le petit plaisir du goûter. Si je veux continuer de manger de la danette, c'est le midi, en fait. Après le repas. Après ce que j'ai mangé et tout, elle est mieux gérée. Je sais que c'est un aliment qui me fait plaisir, mais en même temps, tu vois, d'un point de vue digestif, je vois qu'il me fait pas que du bien. Donc, il m'amène à me dire, tant qu'à faire, pourquoi pas essayer de faire de la crème au chocolat moi-même, ou essayer de trouver quelque chose qui s'en rapproche et qui va en tout cas moins me créer de désordre digestif. Et du coup, j'étais même pas frustrée de me dire je peux plus en manger, oh là là, mais non, tant pis, j'en mange quand même, parce que avant, et il y a encore plein d'aliments que je dois entre guillemets analyser, je me serais dit oh non, tant pis, c'est trop bon, je m'en fous. Sauf qu'en fait, tu peux pas te permettre au quotidien de te dire je m'en fous, tant pis si j'ai mal au ventre. Enfin, perso, je peux pas. Aujourd'hui, mon confort digestif et mon énergie vitale, tu vois, pour bouger, pour faire des trucs, devient plus importante que ce qui se passe dans ma bouche. Et j'espère, je me le souhaite que ça dure, tu vois. Et en même temps, j'accepte que demain, je sais pas, si je prévois une grossesse ou parce qu'il m'arrive un drame ou quelque chose, je retrouve ces aliments qui me font mal digérer, mais en fait, tant pis. C'est la tristesse qui va avoir fait que j'ai mal au ventre avant toute chose, tu vois. Donc, il y a aussi ça qui rentre en compte et j'invite tout le monde à se poser un peu des questions comme ça. On dit qu'on suranalyse tout aujourd'hui, qu'on se regarde beaucoup le nombril. Mais en fait, non, je trouve que c'est hyper important. Notre corps, c'est une machine hyper complexe. Notre cerveau aussi. Et en vrai, il n'y a pas de mal à apprendre à se connaître et à reconnaître que tel truc, il nous fait du bien à ce moment-là. Je sais pas, une coupe de champagne prise dans un cadre festif avec plein de monde. Ok, pourquoi pas. Tu sais que t'as un peu mal à la tête le lendemain et tout, mais c'était trop chouette de pouvoir trinquer avec tout le monde et de boire une coupe de champagne parce que t'aimes bien le champagne et tout, tu vois. Et en fait, moi, c'est vraiment aujourd'hui ce qui continue de marquer la réconciliation avec mon corps et à me dire, ok, les régimes, c'est fini, c'est derrière, tu vois. Et c'est un épisode de ma vie dramatique, mais ça fait partie de moi. Et en fait, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Et peut-être que d'être passé par là me permet justement aujourd'hui d'avoir plus de recul, d'être plus en harmonie et de me dire, ok, les 20-30 prochaines années, elles vont être cool. Tu vois, parce que les erreurs que j'ai fait jeune, je vais plus les faire aujourd'hui, tu vois. Et encore une fois, je suis pas à l'abri que l'état d'esprit change en fonction de ce qui se passe dans ma vie et j'accepte en fait de pas pouvoir tout contrôler. Tout à fait. Et du coup, ça m'amène un peu au rapport que tu entretiens avec ton corps, justement. Il y avait un truc que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé aussi très cool, c'est le fait que tu dises que dans ta pratique de yoga, tu fais en sorte de dire, voilà, vous avez ce corps-là à l'instant T et vous faites en fonction des capacités de votre corps à cet instant et pas comme vous aimeriez qu'il soit ou enfin voilà. Et je trouve ça vraiment très important, en fait, d'essayer de, pas seulement de se dire ça dans le sport, mais aussi dans la vie en général. Genre, j'ai ce corps-là, je suis capable de faire ça avec ce corps-là et j'en suis reconnaissante, en fait. Aussi, c'est exactement ça. Et en fait, je le répète souvent en début de cours, que ce soit des élèves habitués qui sont là toutes les semaines ou des élèves qui débarquent pour la première fois, j'essaye de rappeler toujours ce message, de dire, avant que le cours commence, prenez le temps de fermer vos yeux, de respirer et d'observer comment vous vous sentez. Et en fait, quand tu prends vraiment le temps de rien faire et de fermer les yeux, tu peux sentir tiens, j'ai un peu mal dans l'épaule droite, ou tiens, justement, j'ai pas digéré ce que j'ai mangé ce midi, donc j'ai le ventre un peu gonflé, ou j'ai encore ma tendinite qui me chatouille, tu vois. Enfin, il y a un truc. Ou alors il y en a qui ont rien du tout ou qui sentent rien du tout. Enfin, il y a plein de choses. Et puis il y a plein de choses, alors encore plus chez les femmes. Aujourd'hui, c'est quel jour dans ton cycle? Est-ce que tu vas avoir tes règles demain? Est-ce que tu les as depuis 2 jours? Est-ce que tu es en pleine ovulation? Chacune ses symptômes, mais techniquement, quand t'as la poitrine qui est douloureuse ou t'as mal au ventre ou t'as passé une journée pourrie aussi, l'état d'esprit en fait joue.
Donc en fait, moi j'invite toujours les élèves à se dire comment ça va aujourd'hui pour adapter la pratique. Parce que même si techniquement on va tous faire les mêmes mouvements, on peut choisir l'intensité qu'on met derrière. On peut très bien choisir de bouger tranquillement et de se concentrer beaucoup plus sur sa respiration et de faire régulièrement des pauses dans le cours. En yoga, il y a notamment ce qu'on appelle la posture de l'enfant, c'est de se mettre à genoux, on assoit les fesses vers les talons et on relâche le front sur le sol. Tu vois, on se remet comme un bébé pourrait se mettre naturellement. Et en fait, j'invite les gens à dire, si vous avez besoin de le faire 3, 4, 5 fois aujourd'hui, c'est pas grave. Même si vous faites pas tout dans le cours, le plus important, c'est que vous soyez venus, que vous ayez pris du temps pour vous. Après, l'intensité et la quantité de mouvements que vous allez faire, on s'en fiche. Et à côté de ça, les jours où ça va super bien, que vous êtes en super forme, votre tapis vous a manqué, vous êtes content d'être là, ouais, challengez-vous, essayez d'aller un peu plus loin. Mais rappelez-vous toujours qu'au moment où ça tire, où ça fait mal, c'est que vous êtes déjà allé trop loin. Donc, prenez le temps de découvrir les postures. Et il y a toujours un peu, en plus, Instagram entretient ça, les postures parfaites, les contorsions incroyables, la souplesse merveilleuse. Je suis loin de tout ça, moi. Je touche pas forcément mes pieds quand je me penche en avant, alors que ça fait 5 ans que je pratique, tu vois. Et j'insiste aussi beaucoup sur ça, dire on n'est pas dans la performance, et qu'on soit mince ou qu'on soit plus enrobé, c'est pareil. Le corps, il a besoin de patience, il a besoin de prendre du temps de comprendre les mouvements. Et en fait, je l'ai expérimenté sur moi-même, des choses qui fonctionnaient pas au début, mais que j'ai continué à tester petit à petit, centimètre par centimètre. Aujourd'hui, il y en a, ça marche hyper bien, et puis d'autres, je suis encore en apprentissage. Et j'invite encore plus, voilà, quand on est complexé, parce que j'ai beaucoup de femmes complexées qui arrivent dans mes cours, et je leur dis, mais c'est pas une fatalité d'avoir du bidon, c'est pas une fatalité d'avoir les cuisses qui se touchent. Techniquement, il y a une posture où on est tout simplement debout, pieds joints. Ça s'appelle la montagne. Et en fait, dans la plupart des cours, les professeurs vont dire, voilà, les gros orteils se touchent, vos pieds sont joints. Mais moi, si je fais ça, ça me fait hyper mal au niveau des genoux parce qu'ils sont collés l'un à l'autre. Et mes cuisses aussi, sont écrasées. Donc, va te détendre, en fait, quand t'as mal au genou et quand tes cuisses sont écrasées. Donc, spontanément, quand j'ai commencé à faire du yoga, je me dis, attends, mais il est gentil, lui, mais si je fais ça, c'est pas cool. Donc, j'ai écarté mes pieds. Et ça ne m'a pas du tout empêché de faire la suite. Il m'a pas dit, ah non, les pieds, faut les serrer, quoi que ce soit. C'est juste que tout le monde n'a pas des obstacles corporels. Donc, c'est difficile de s'adresser à des gens qui ont des obstacles corporels quand toi-même t'en as pas. Tu vois, quelqu'un qui est archi souple et hyper laxe, il va pas penser à te dire, alors attention, toi, je sais que t'es un peu encombré par ta poitrine ou par ton ventre, pense à écarter un peu les pieds, tu vois. Pense à plier les genoux. Et je dirais pas que je suis mieux que les autres, pas du tout, mais je pense que c'est un atout pour moi de pouvoir justement guider des personnes qui passent par là, parce que je suis déjà passée par là et j'en passe encore par là, tu vois. Et ça ne m'empêche pas de pouvoir guider les physiques un peu plus, bon, je parle un peu franchement, mais un peu plus lambda, tu vois, qui n'ont pas de contraintes physiques, qui n'ont pas de problèmes de souplesse, qui se posent même pas la question en fait, tu vois. Eux, voilà, ils font leur truc. Mais ceux qui débarquent, un surpoids, une obésité, avec une poitrine très lourde, parfois il y a juste ça. La poitrine, ça peut être un complexe terrible. Caler sa poitrine dans une brassière, enfiler un t-shirt, et ensuite la prof elle dit croiser les bras sur la poitrine, mais ça peut être terrible. Bon voilà, je vois pas tout le monde parce que tout le monde met pas sa caméra, mais en tout cas les élèves que j'arrive à voir ou que je côtoie dans les studios, j'essaye le plus possible de me dire, sans viser la personne individuellement, de dire à l'oral une petite phrase qui va dire, voilà, mettez vos bras, et si à un moment donné ça vous gêne par rapport à votre poitrine, ajustez un petit peu, desserrez un peu l'étreinte, faut toujours que ça reste confortable. Et en fait, je pense que c'est une bonne manière d'amener les choses, parce que tout le monde peut s'approprier les postures. C'est pas votre corps qui s'adapte au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à votre corps. On est tous des débutants, mais on est surtout tous des corps différents, et intérieurement, la structure anatomique, osseuse et autres, même si elle se ressemble, elle n'est pas la même. On n'a pas le même passif, on n'a pas la même construction, on n'a pas fait du sport de la même manière quand on était petit. Nos parents peut-être nous ont jamais sortis, laissés devant la télé toute notre vie, tu vois. Enfin, il y a plein de choses, et on peut pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qui me passionne dans mon métier, c'est de pouvoir dire, mais regardez, tout marche en fait, tout fonctionne à partir du moment où on s'écoute et où on accepte d'aller moins loin que les autres. Et en fait, quand on a réussi à faire ça, déjà c'est beaucoup plus sympa de faire du yoga ou d'une autre activité physique. Et puis surtout, on se rend compte qu'au quotidien, c'est pareil. Par rapport au sport, tu me disais que tu touches à tout, que quand tu peux, hein, évidemment quand il n'y a pas de confinement. Là, tu me parlais d'aquabike, de vélo en salle, des bootcamps, etc., des courses à pied, de la boxe. Est-ce que s'il n'y avait pas de confinement, t'en ferais toujours, ou est-ce que tu te focalises sur le yoga principalement?
Alors, depuis le mois d'août, j'étais retournée justement m'inscrire en studio d'aquabike parce que j'aime beaucoup l'eau. J'aime bien le contact avec l'eau, je me sens bien. Je me sens bien en maillot de bain. Donc, c'était parfait. J'avais déjà testé quelques années auparavant. Et en fait, c'était un bon moyen pour moi justement de sortir un peu la tête du yoga et de pouvoir bouger de façon agréable, de faire du cardio, mais surtout de protéger mes articulations. Parce que en 2013 et en 2015, je me suis fait une luxation sur un genou. Donc je garde un peu des séquelles de ça, ce qui fait que je peux plus courir, je peux plus sauter. Tous les trucs à impact me sont pas interdits, mais en tout cas très peu conseillés. Donc ça a été un peu la frustration pour moi puisque j'aimais beaucoup la course à pied. Et en fait, l'aquabike combine un côté cardio, un côté renforcement musculaire et surtout peu d'impact pour les genoux. Donc c'était parfait. C'était parfait pour moi. Et il y avait l'eau en plus. Donc là, jusqu'à début octobre, je sais plus depuis quand les salles de sport ont fermé, ou septembre, bah, j'allais à l'aquabike 1 à 2 fois par semaine. Sans contrainte, mais tu vois, 1 ou 2 fois, avec un petit sauna derrière et tout, et c'était vraiment chouette. Et le vélo en salle, alors c'est un studio à Paris qui s'appelle Kiwheel, si ça peut leur faire un peu de pub, qui est génial. Et pareil, bah, c'est comme des vélos qu'il y a dans une piscine, comme en aquabike, sauf que bah, là, c'est pas dans l'eau. Et pareil, nos pieds sont calés sur des pédales, donc on travaille vraiment avec toute la force du corps. Il n'y a pas d'impact, c'est très complet. Et moi, j'aime bien avoir un bon coup de transpiration. J'aime bien avoir le cardio et tout qui travaille. Et puis c'est toujours rythmé sur de la musique. Il y a des chorégraphies, des machins. Donc c'est super chouette. J'ai fait de la Zumba il y a hyper longtemps. Aujourd'hui, je pourrais plus avec mon genou, par exemple, parce que bah il y a trop d'impact. Ça va un peu dans tous les sens. Les bootcamps, c'est pareil. J'en ai fait pendant quelques années. Et aujourd'hui, je pourrais plus faire ça parce que je suis trop lourde actuellement. Et puis aussi parce qu'en fait, dans les 3 jours qui suivaient, je pouvais plus marcher, j'avais des courbatures de l'enfer et je faisais plus rien d'autre. Donc en gros, ça me pénalisait pour le reste de la semaine. Donc ça, c'est pareil. Je me suis dit, t'as vraiment envie d'avoir des courbatures qui te pénalisent pendant 3 jours? Bah non, en fait. L'aquabike me permet d'avoir des petites courbatures. Le vélo en salle, c'est pareil. Le yoga, c'est pareil. Enfin, je sens que ça a travaillé, mais j'ai plus besoin, en fait, aujourd'hui, d'avoir mal pendant 3 jours pour me dire, ah, c'est bon, ça a marché, ça a bossé et tout. Tu vois, j'ai passé ce cap. En revanche, ça m'arrive chez moi de me faire un petit quart d'heure de gainage, de la chaise, des pompes et tout, mais juste parce que je sais que bah c'est pour renforcer mes bras, j'ai besoin de solidifier mes articulations, et puis parce que bah ça va avec le yoga, tu vois, je veux continuer de travailler à renforcer mon corps. Mais là, c'est plus de la prévention aussi articulaire. Plus les jambes sont musclées, moins il y a de problèmes de genoux. Enfin après c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Mais oui, j'aime bien toucher à tout. J'ai fait de la boxe pareil pendant quelques temps, mais c'est pareil, on sautille beaucoup et les genoux ils aiment pas ça. Donc bon, bah j'ai réfléchi un moment à me dire allez, je retourne à la salle de boxe et tout. Et puis je me suis dit là en ce moment c'est pas raisonnable. Donc rabat-toi entre guillemets sur des choses qui sont beaucoup plus douces et qui sont tout aussi agréables. Et puis un jour peut-être je referai de la boxe. Et puis si c'est pas ça, c'est pas grave. Il y a d'autres choses. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais toutes ces activités sportives? Ah, c'est de l'évasion pour moi. C'est de l'évasion. C'est alors souvent avec de la musique. Enfin, quand je courais toute seule, quand j'ai découvert la course à pied en 2014, je m'étais inscrite en fait à une course pour me dire allez, j'ai 25 ans dans un mois. Mes collègues de travail ils font un semi-marathon. Bah moi je fais pas le semi, mais je vais courir les 7 kilomètres ce jour-là. Et j'avais convaincu 5 collègues. On était 6 à s'entraîner. On allait 2-3 fois par semaine s'entraîner pour préparer cette course de 7 kilomètres. Et en fait, pendant un mois, je courais 2-3 fois par semaine. Et ça m'avait fait un bien fou. Je détestais ça au début. C'était un enfer pour moi de courir. Je courais 10 minutes, j'étais au bout de ma vie. Et après, je courais 1 heure. Et juste, tu sais, de partir la musique dans les oreilles et juste de courir, quoi. Alors on me dit mais tu cours après quoi? Mais après rien. Justement, pour une fois, il y a pas d'objectif, il y a pas de pression, il y a rien, c'est juste je cours et je sens mon corps qui bouge, je sens mon corps qui est vivant, je respire et après quand c'est fini, je suis toute transpirante, toute dégoulinante, mais je me sens bien, il y a ces endorphines qui se libèrent et il y en a c'est d'autres choses, tu vois, il y en a c'est d'autres activités qui leur permettent de s'évader et moi j'ai vraiment découvert que le sport faisait ça et le yoga, j'ai accroché parce que non seulement je sentais mon corps vivant, bouger, et je me disais, t'as vu tout ce que t'arrives à faire? Oh là là! Et parce que mentalement, il y avait un truc de me retrouver en silence sur un tapis pendant 1 heure à écouter ce qu'on me disait, à me concentrer, il faut respirer, il faut faire ci, il faut faire ça. J'étais là, mais je vais devenir folle. Et c'est ce que je dis aux élèves qui débutent. Je dis, vous inquiétez pas, je vous donne beaucoup d'explications, mais vous faites le tri, vous prenez ce que vous pouvez, et puis petit à petit, vous rajouterez. Mais c'est l'après-sport, en fait, moi, que j'adore, tu vois. C'est l'après-séance. Ouais. C'est dur de s'y mettre. Il y a plein de fois où j'ai la flemme de mettre mes baskets, la flemme de faire ci, la flemme de faire ça. Et en fait, après,
cette espèce de truc, cette espèce de flottement. Ah, t'es fier de toi déjà parce que tu l'as fait, donc ça booste la confiance en soi. Et puis aussi parce que ouais, tu te sens vivant quoi, tu te sens bouger. On passe notre vie derrière un PC à recroqueviller sur un ordinateur et tout. Enfin, c'est toxique pour le corps, tu vois. Je reviens un peu sur ton rapport au corps parce que quand je t'en ai parlé, on a vite dérivé sur le yoga, mais je voulais justement revenir un peu sur le regard que tu portes à ton corps en dehors de vraiment l'activité physique ou quoi que ce soit. Est-ce que aujourd'hui tu souhaites le modifier en fait? Est-ce que tu souhaites, enfin tu me parlais des 5 kilos en trop entre guillemets. Est-ce que tu souhaites vraiment les perdre ou est-ce que tu te dis que, enfin je sais pas, quel est le regard que tu as envers ton corps aujourd'hui? Alors, en toute honnêteté, ouais, j'aimerais bien les perdre. J'aimerais bien qu'ils repartent tranquillement. Et comme je te disais, je suis pas en train de mettre en place d'actions incroyables. Je suis déjà encore en train de comprendre ce qui me fait du bien quand je le mange, ce qui me fait du mal d'un point de vue physique. J'aimerais bien les perdre. Et en fait, en même temps, c'est rigolo parce que depuis peu, je fais donc de la photo. On pourra en reparler si on a le temps, donc du mannequinat et tout. Oui. Et donc, je suis choisie pour mon corps. Je suis choisie pour mes seins, pour mes hanches, pour mes fesses, pour ma cellulite, mes vergetures, pour toutes ces choses qu'on nous a longtemps reprochées. Et en fait, aujourd'hui, ça fait du bien en fait d'en voir. Ça fait du bien de se dire que c'est ça un corps aussi, tu vois. C'est pas que du photoshopé et tout. Et toutes les marques pour lesquelles j'ai travaillé jusqu'à maintenant n'ont jamais retouché mon corps. Et ça m'a beaucoup aidé aussi de voir les photos, de voir les résultats. Quand je voyais les photos où je suis de profil, où je me tourne vers l'arrière, tu vois, il y a un pli au niveau des poignées d'amour. Enfin, il y a un petit pli au niveau du ventre et de me dire, oh là là, c'est mignon. ou de regarder ma poitrine qui bouge sur une vidéo et de dire, ah, mais elle est ronde, elle bouge, elle est vivante. Bon, oui, elle est un peu détendue. Oui, elle tombe. Dans sa globalité, vraiment, j'aime mon corps comme il est. Le seul truc qui me pose un peu problème, entre guillemets, c'est mes bras. Et en fait, j'ai retrouvé des vidéos, des photos quand j'avais 17-18 ans, où j'étais mince. Bon, j'étais déjà au régime, mais j'étais mince. Et en fait, j'avais déjà des bras potelés. Donc ça se trouve, tout le monde va aller voir les photos et va se dire, ah ouais, c'est vrai. Alors que jusqu'à maintenant, personne n'avait remarqué. Il y a que moi, en fait, tu vois, qui le sait. Je trouve que ouais, j'ai des gros bras. Ils sont pas très dessinés, sauf si je contracte mes biceps, mais en gros, ils sont pas très dessinés. Et donc, tout ce que je fais porter sans manches, les débardeurs, les trucs comme ça et tout, on a vraiment l'impression que sur le côté, il y a deux masses. Et c'est pas pour m'apitoyer sur mon sort ou pas du tout, mais j'ai des gros bras, tu vois. Donc eux, c'est vrai que si je pouvais les affiner un peu, ce serait cool. Ça fait partie de mon anatomie. Au même titre que j'ai des bonnes cuisses, et même si je perdais 20 kilos, je garderais toujours mes bonnes cuisses. Et elles, je les aime. Mes fesses, c'est pareil. Donc les bras, c'est le truc un peu disgracieux, je fais avec. Et aujourd'hui, les 5 kilos, en fait, ils se sont surtout posés au niveau du ventre. Et le ventre et les hanches. Et on en a parlé tout à l'heure, tu vois, cette histoire de petits bourrelets. En vrai, c'est pas grave. Mais moi, ça m'a posé problème de plus pouvoir fermer mes jeans, justement. De rentrer les jambes et arriver aux hanches et au ventre de plus fermer. De me dire, ok, donc c'est ici que ça s'est logé. Et donc c'est ici qu'entre guillemets, il y a un peu un truc à faire ou pas. Parce que non, je suis pas pressée de les perdre. Enfin, j'ai pas une volonté au quotidien de dire faut que je les perde, faut que je les perde, faut que je les perde, faut que je les perde. Mais je sais que qu'est-ce que ça me ferait du bien en fait. Ça me soulagerait. Je serais moins gênée quand je me plie encore une fois pour les postures de yoga. Et puis la graisse au niveau du ventre, ouais, c'est encombrant en fait. Tu vois, c'est encombrant quoi, c'est gênant. Physiquement, j'ai pas non plus envie de continuer à prendre du poids parce que j'ai pas envie de compromettre ma santé articulaire, tu vois, je peux très vite avoir mal au genou et au dos et je sais que le surpoids est une des premières causes et je veux pas rogner sur mon bien-être à cause de mon poids, tu vois. Mais c'est plus une question d'image, c'est plus une question de miroir, c'est plus une question de me sentir bien sur la plage ou quoi que ce soit, c'est une question vraiment de santé, de confort physique. Et je sais qu'on peut être en surpoids, on peut être obèse et être en bonne santé. Chacun son choix. Moi, je sais que par rapport au métier que j'ai pas envie en fait de continuer à prendre du poids parce que ça me ferait pas du bien en fait. Tu vois, mon corps il supporterait pas. Tu vois. Je me demande si tu te pesais pas, est-ce que vraiment tu te rendrais compte que tu prends du poids? Et parce que tu dis aussi que oui, je me sentirais pas bien, mais est-ce que vraiment tu te sentirais pas bien si tu savais pas que tu prendrais du poids? Enfin, que tu prenais du poids. Je sais pas si c'est très clair, mais j'ai l'impression que ce petit check quotidien, c'est aussi ça qui peut te mettre une certaine pression de ah mince, j'ai pris tel truc, mais est-ce que si tu t'étais pas pesé, tu t'en rendrais peut-être pas compte et donc peut-être que tu le mettrais pas sur le dos du poids en fait. Est-ce que vraiment c'est une question de poids et plus une question de, enfin je sais pas, tu vois, je me pose la question déjà. Ça met pas de pression. C'est juste un petit contrôle ponctuel et vraiment c'est ponctuel, mais en fait j'ai même pas besoin de ma balance. Je peux très bien juste essayer mes vêtements régulièrement et voir si je rentre un peu plus dedans. Là, je pense à mon jean préféré qui est dans mon armoire. J'ai juste à l'essayer de temps en temps et à voir, tu vois. Sauf qu'en fait,
que je me pèse ou que j'essaye le jean, aujourd'hui, pour moi, ça a le même effet. C'est de me dire, OK, bon, bah, on en est toujours au même point, Oui. tu vois. Et encore une fois, je suis pas fixée sur faut absolument que je fasse toujours 82 kilos quand je me pèse. Je veux dire, un poids stable, c'est un poids qui évolue à +2 et à -2, tu vois, à peu près, en fonction du cycle. Donc, je suis pas en train de me mettre une pression incroyable et ça n'ajoute plus de pression comme à une époque. J'ai passé 3-4 ans sans balance, au moins. Et en fait, c'est mon compagnon qui m'a dit on n'a pas de balance à la maison, c'est bien de temps en temps et tout. Je dis ok, pourquoi pas. J'étais un peu réticente au début de me dire je vais me retrouver avec une balance, je vais avoir envie de me peser tous les jours. Et en fait, pas du tout. Elle est sous le lit et c'est même pas tous les mois, tout le premier du mois, je me pèse pas du tout. C'est tiens ponctuellement, tiens, je vais regarder. Je contrôle. Comme je contrôlerais, c'est peut-être ridicule de dire ça, mais comme je contrôlerais mes grains de beauté ou comme je vérifierais que j'ai pas une carie. Et aujourd'hui, j'ai justement envie de désacraliser ça. Parce que pendant des années, j'avais plus de balance parce que, fuck la balance et tout, j'en veux pas. Ah là là, ça me met la pression, mais aujourd'hui, non. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais pris du poids et en fait, c'était pas une surprise. Je savais que j'avais pris du poids, mais j'avais besoin de comprendre combien de kilos j'avais pris. Même si tu arrives pas à rentrer dans ton jean, je vois pas trop le problème à en mettre un autre qui soit le même, mais une taille au-dessus, en fait. Enfin, c'est juste toi qui décides que dépasser ce poids-là te met inconfortable et après en fait ça te met inconfortable par rapport à ta pratique à ton métier, donc forcément je le comprends, mais est-ce qu'il y a pas toujours moyen de s'adapter en fonction de son corps et d'adapter le yoga justement en fonction de son corps? Et enfin je pense que au fur et à mesure de la vie, déjà on est un peu amené à grossir, ou du moins enfin ça dépend aussi des comme tu dis, des cycles, de là où t'en es, aussi donc il peut y avoir la ménopause, mais avant ça il y a plein de périodes dans ta vie où je pense que tu grossis, et c'est pas sans que ça fasse moins 2 ou plus 2, ça peut être plus 10, enfin je sais pas, mais on s'en rend pas forcément compte. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit le pantalon ou la balance, pour moi c'est la même chose. C'est genre enfin c'est comme si ça déterminait une incapacité à faire quelque chose, en fait, alors que est-ce que vraiment si tu prenais la taille au-dessus, tu te sentirais pas mieux? Juste, tu vois, c'est quand même pour moi une certaine pression de je rentre pas dans le pantalon, donc il faut absolument changer. Enfin, il faut absolument, j'exagère, mais il faut y faire quelque chose. Alors que pour moi, non, faire quelque chose, c'est ça qui va te mettre dans une position inconfortable il faut que je change mon alimentation. Le concept de la balance, pour moi, c'est un poids, mais ça te met un chiffre, mais pour moi, ça détermine pas du tout tes capacités et ta santé, en fait. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça détermine rien du tout, mais je n'ai pas non plus envie de faire comme si je savais pas combien je pèse, tu vois. Ça me tracasse pas au quotidien. Je suis pas en stress de me dire, ah là là, je pèse ce poids-là, pas du tout. Sans vouloir garder un contrôle sur ça, je te dis, ça fait partie des choses comme d'autres où aujourd'hui, je sais combien je pèse, je sais combien je mesure, je sais mon tour de poitrine, des choses comme ça et tout. Et c'est vraiment dans cette volonté de désacraliser le truc, de plus vouloir absolument bannir la balance, parce que oui, ce n'est qu'un chiffre et ça détermine pas qui je suis, mais j'ai aussi envie, tu vois, de ne plus rien faire, enfin tu sais, de laisser tout comme si de rien n'était, de me dire tant pis si je grossis, c'est pas grave. Non, en fait, parce que je sais que ce serait une souffrance, tu vois, de continuer de prendre du poids, de continuer de grossir. En étant enceinte, ce serait différent, en étant à la ménopause, ce serait différent, mais là aujourd'hui, je vais bien, je suis en bonne santé et tout, donc c'est terrible de dire ça, mais j'ai pas de raison de grossir, en fait, techniquement. Enfin, il y a pas de bonne raison à grossir. C'est juste ton corps qui décide si t'as. Enfin, genre, en fait, oui, pour moi, c'est quand même, tu restes dans le contrôle parce que justement, tu dis, j'ai pas envie de me laisser aller, j'ai pas envie, parce que ça va m'amener de la souffrance. Mais déjà, tu t'avances un peu parce que tu ne sais pas. Est-ce que, enfin, tu vois, tu me dis que tu pesais 63 kilos, je crois, et que maintenant t'en pèses 82, et que tu me parlais de j'ai gâché tellement de trucs parce que avant j'étais bien, mais pourtant tu souffres pas aujourd'hui, t'es heureuse. Donc c'est avancé de se dire que parce que si tu prends encore 5 kilos, tu vas être malheureuse. Non, tu vas devoir t'adapter en fonction de ce que tu as, en fait. Enfin, je pense. Je suis d'accord avec ça. Je vais devoir m'adapter, mais en fait aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où c'est bien comme ça, tu vois. En fait, j'ai pas envie que ça change. Je sais pas si tu connais les youtubeuses, c'est Juliette et l'autre, je sais plus comment ça s'appelle, Parlons peu, parlons cul. Maintenant, ça s'appelle Parlons peu, parlons culture. Maud et Juliette. Et donc, j'ai acheté le bouquin Parlons peu, parlons culture. Et en fait, c'est un bouquin complètement décalé, complètement rigolo. Et elle retrace l'histoire de la beauté féminine aussi les siècles précédents, tu vois. Donc, tu as la période où, en fait, c'est le petit ventre doit être rebondi, les épaules doivent être fines, les cheveux doivent être blonds, la peau doit être blanche. À une époque, on t'épilait les cheveux
au niveau du front parce qu'il fallait absolument avoir un grand front. Enfin, tu sais, tous les critères de beauté, comment ils ont évolué avec le temps. Et en fait, moi, j'ai le corps de plusieurs siècles en arrière où la volupté, les rondeurs, les machins et tout. Bon, donc la société joue beaucoup. Aujourd'hui, voilà, là, on revient heureusement et c'est là où c'est cool. C'est là où je suis contente d'être mannequin. Alors déjà, c'est une histoire folle. Tout est parti d'un concours Instagram. Hein. Je veux dire, j'ai pas tapé à la porte d'une agence en disant je vais être mannequin, pas du tout. Hein. C'est parti d'un concours Instagram pour faire un défilé au salon de la lingerie, pour justement représenter la diversité des corps. Donc c'était génial, c'était une super expérience. Et derrière, ça m'a ouvert plein de portes. Aujourd'hui, voilà, heureusement, ça commence à évoluer. On nous propose de plus en plus de femmes du quotidien dans les médias, dans la mode, dans la lingerie et tout. Donc c'est cool, on peut enfin s'identifier à des gens comme nous, parce que pendant des années c'était compliqué. Hein. Enfin, même quand tu passes devant une vitrine, les mannequins en plastique. Ils font du 34. Enfin, comment tu veux te projeter avec des vêtements? Enfin, moi, j'ai lutté toute ma vie avec ça. T'arrives en cabine, t'es dégoûté. Bah, c'est pas le même résultat. Ouais. Ah bah non, sans blague. Il a fallu prendre 5 tailles de plus, en fait. Donc, c'est pas le même résultat. Et en fait, aujourd'hui, ça évolue. Mais oui, la société joue beaucoup. Et les réseaux sociaux peuvent être super comme peuvent être terribles parce que rien qu'en yoga, je vais revenir encore sur un exemple parce que c'est mon terreau familier, je peux en parler, c'est que si tous les gens débarquent en cours et me disent tiens je veux faire comme sur cette photo là, non. Mais en fait ce que je fais depuis plusieurs semaines c'est que je choisis justement des postures difficiles et que pendant 3/4 d'heure on chauffe le corps, on le prépare pour justement aller dans la direction de cette posture là et arriver à la posture finale. Il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent et je suis pas là pour mettre les élèves en échec et leur dire vous voyez, pas du tout, c'est pour justement déconstruire le truc et dire là, pour le coup, au yoga, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas normal, en fait, de faire cette posture-là. Il y a peu de gens qui y arrivent, comme en mode, les nanas qu'on nous vend partout sur les magazines qui sont très minces, c'est une petite proportion de la population et surtout, souvent, elles ont été retouchées. Donc, il faut casser l'idée que on veut être comme ça parce que, on se fait du mal, en fait, à vouloir absolument ressembler, je trouve, à ces gens-là. J'encourage tout le monde à s'offrir ou à se faire offrir des photos qu'on garde pour soi, mais de se voir différemment dans l'œil d'un photographe et de voir qu'on on a tous quelque chose en fait, tu vois. Et ça fait beaucoup de bien au moral. Et justement, les jours où c'est pas trop la forme, de revoir ces photos-là, ça booste énormément. Ça booste énormément. Et ça peut donner des déclics, tu vois. Je pense que c'est encore un autre cap, ça, j'imagine. C'est un autre cap, mais tu sais, déjà, quand les premières photos Clèves sont sorties, donc sur les premières, je porte un string, un tanga, et après, c'était une culotte. Et en fait, la première fois, quand j'ai vraiment vu mon string, enfin mon cul en string sur les réseaux, ça m'a fait très bizarre. Et j'avais presque l'impression d'être nue, en fait. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Nude Yoga Girl, et donc c'est une femme dont on ne voit jamais le visage, qui ne poste que des photos d'elle nue, de dos ou contorsionnée, on ne voit pas son visage. C'est des photos la plupart du temps en noir et blanc. Et une fois, elle avait fait un appel à participants. Si on voulait envoyer une photo de nous, pareil, de dos, ou en tout cas contorsionné, on voit pas notre visage et on est nu. Et je l'ai fait. J'ai envoyé une photo et en fait j'étais dans les premières à l'avoir fait. Donc 2 jours plus tard, il y avait un montage de 4 photos et dans un coin en haut à droite, il y avait mon corps nu de dos, tu vois. Et je m'étais trouvée assez courageuse à l'époque de le faire, tu vois. Parce que là, pour le coup, c'est fait sur un téléphone posé sur une table de nuit dans ta chambre avec l'éclairage de ta chambre. Donc, en fait, tu mets pas toutes les chances de ton côté. Tu vois pas ce que tu prends en photo. Et en fait, je me suis dit, allez, ça me suffit, j'envoie. C'est encore un autre pas dans l'affirmation de soi, tu vois, je trouve. Par rapport à l'alimentation intuitive, tu m'as dit que tu connaissais via Eliane. Est-ce que tu connais, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont fait connaître l'alimentation intuitive? Qu'est-ce que tu en penses de cette démarche? Alors oui, je connais via Eliane. Eliane avec qui justement j'ai défilé au salon de la lingerie l'été dernier, qui était aussi dans les gagnantes en fait du défilé. Donc oui, j'ai découvert via Eliane. J'ai aussi découvert et j'aime beaucoup suivre Zoé Desbouis. C'est toujours très instructif, très bien amené en fait, tu vois. Donc c'est de la bonne réflexion et c'est quelque chose que j'expérimente un peu à ma façon. Je mets pas trop le mot sur ça, mais en vrai j'expérimente ça, tu vois, de manger quand j'ai faim, de m'arrêter de manger quand j'ai plus faim, de me laisser guider un peu par mes sensations pour aller vers tel aliment plutôt qu'un autre, sans me dire non celui-là c'est pas bien ou autre, d'accepter 2 jours de suite d'avoir mangé un McDo, enfin d'être un peu plus déconnecté. Tu vois, enfin déconnecté. Non, pas déconnecté, mais d'être un peu plus détaché du contenu de mon assiette et de pas chercher à vouloir manger ci ou ça. Donc je pense que oui, à ma façon, je fais un peu d'alimentation intuitive. Et puis j'ai récemment lu un super bouquin. Alors le titre va peut-être te faire un peu grincer des dents, mais c'est volontaire. C'est « Et si vous trouviez enfin votre poids idéal ?» Et en fait, c'est écrit par Laurent Sora, qui est
la psy des kilos Ouais. sur Instagram. Et en fait, le bouquin, c'est pareil, c'est un peu de l'alimentation intuitive, c'est comment se reconnecter avec ses sensations, comment se reconnecter avec sa faim, sa satiété, comment comprendre un peu comment on fonctionne. Et il y a tout un tas d'exercices ludiques à l'intérieur qu'on peut mettre en place pour pouvoir se tester un peu comme mangeur. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a tellement plu que justement, j'ai pris contact avec Laurence pour pouvoir suivre un accompagnement avec elle. Donc, ça fait quelques semaines que j'ai commencé les démarches et ça me fait beaucoup de bien. C'est très chouette d'être accompagnée par quelqu'un qui a la casquette psychologue et nutritionniste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague de nutritionnistes bien différents, tu vois, qui nous apprennent à réfléchir différemment que par le contenu de l'assiette. Donc oui, je dirais que l'alimentation intuitive, je m'y intéresse et j'essaye de mettre ça en place assez naturellement. Et je pense que c'est le propre de ça, de se laisser un peu faire, tu vois, de se laisser un petit peu guider vers nos envies, vers le besoin du corps. J'aime bien quand Zoé, elle parle justement de certaines catégories d'aliments par lesquels on est attiré parce que justement le corps en a besoin, tu vois. La place qu'occupe le plaisir dans ton alimentation, tu m'as dit que ça occupait une grosse part, parce que tu me disais que tu adores manger, tu adores faire la cuisine, tu adores recevoir des invités, tout ça, tout ce que tu me disais. Et je me pose la question, du coup, tu associes quand même le plaisir aux événements sociaux, au sociétal, tu partages des repas, quoi. Oui, énormément. Et en fait, ça m'a manqué enfant d'avoir des repas pris à table, d'avoir des moments de convivialité. Et en fait, aujourd'hui, j'adore recevoir du monde ou être invité, mais encore plus recevoir. Alors ça, c'est un truc que j'essaye pareil de déconstruire, c'est d'attendre l'approbation. Est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que c'est bon? Vous vous régalez? Et au pire, si c'est pas bon pour eux, c'est pas grave, en fait. Ça n'empêche pas que c'est bon, c'est juste qu'ils aiment pas, tu vois. Mais oui, j'aime beaucoup recevoir, j'aime beaucoup cette notion de convivialité, de partager, de faire découvrir des recettes. Et pour autant, je sais que on peut très bien passer un très bon moment sans manger. Hein. Tu vois, on peut très bien faire un jeu de société, on peut aller au ciné et tout. Mais moi, en tout cas, dans ma vision de la vie, l'alimentation a une grosse place, tu vois, parce que j'aime bien faire plaisir. J'aime bien me faire plaisir et aussi parce que j'ai été élevée malheureusement dans la nourriture récompense un peu aussi, tu vois. J'en viens un peu à la question, je change complètement de sujet. Enfin non, pas complètement du coup, mais ça m'a étonné parce que t'as parlé du coup d'un dessert et du coup quand je t'ai demandé ton plat préféré, tu m'as dit les patates sautées de ta tante. Et est-ce que je me demande aussi, est-ce que le dessert de ton copain fait partie de tes plats préférés? Alors le tiramisu fait de manière générale partie de mes plats préférés en effet, et lui le fait particulièrement bien. Je te disais que j'étais plutôt team salé que sucré, mais ça pour le coup c'est un truc que je pourrais manger pas tous les jours mais très souvent. Tu vois, c'est vraiment un dessert que j'aime beaucoup, tu vois, que je fais aussi et que j'aime beaucoup. Mais les patates sautées, ouais, clairement. Pourquoi? Parce que j'aime les pommes de terre, j'aime les patates sautées et aussi parce qu'il y a un gros côté Madeleine de Proust avec ce plat, c'est que j'ai passé beaucoup de temps chez mon oncle et ma tante quand j'étais petite. Beaucoup de temps. Et ma tante savait que j'adorais ça, donc ma tante en faisait très souvent. Pas systématiquement, mais très souvent, j'avais des pommes de terre sautées et je lui disais toujours, Tata, c'est les meilleurs du monde. Encore aujourd'hui, tellement c'est ancré, c'est qu'à chaque fois que je fais des patates sautées ou que je suis chez quelqu'un, j'y pense en fait. Ça me renvoie en enfance à un souvenir agréable de ma tante qui préparait les patates sautées avec le persil, avec le sel, le poivre. Je revois la couleur de la sauteuse dans laquelle elle faisait les pommes de terre, enfin tu vois. Et je revois surtout la petite fille que j'étais qui mangeait ses pommes de terre et qui était en train de s'assurer qu'il en restait pour pouvoir se resservir derrière tellement c'était bon. Et ça aussi, c'est qu'il y a un vrai côté affectif avec la nourriture. Enfin pour ma part, ça a été un doudou, un refuge pendant des années. Et puis c'est aussi associé à des souvenirs. Ma tante, c'est les pommes de terre sautées. Chez ma grand-mère, c'était le gâteau de riz au lait renversé avec du caramel. C'est associé à elle. Et je pense qu'on a tous comme ça des souvenirs culinaires associés à une personne ou une situation. Et c'est des choses qui à un moment peuvent nous faire tellement de bien, tu vois. Parfois c'est juste ce dont on a besoin pendant longtemps. Moi c'était les coquillettes, juste des coquillettes avec une noix de beurre. Aujourd'hui j'en suis revenue, tu vois. Si j'ai envie de me réconforter ou de faire un truc un peu régressif, je vais pas aller sur ça, tu vois. Je vais plutôt aller vers les patates sautées. Mais qu'est-ce que tu ressens du coup quand tu manges ces plats-là, que ce soit les patates sautées de ta tante ou le dessert de ton copain? Alors les patates sautées, déjà c'est bon, c'est fondant, c'est nourrissant. Ça me renvoie à des souvenirs d'enfance hyper heureux, tu vois, beaucoup de partage, beaucoup de choses très chouettes. Ma tante m'a transmis la passion pour la cuisine. Il y a aussi ça. C'est elle qui m'a fait faire ma première quiche Lorraine, mes premières crèmes caramel et tout, qui me mettait la main à la pâte. Donc j'ai appris à tout faire. J'avais 12 ans, je faisais des rôtis, des babas au rhum, des poulets au curry. Enfin, elle m'a appris plein de choses. Et donc, ça me renvoie à plein de choses, en fait. À plein de choses quand je mange des patates sautées. Et le tiramisu, c'est juste que, je sais pas, c'est l'équilibre entre de la douceur, du fondant, du crémeux,
du cacaoté, il y a plein de saveurs, je sais pas. Et je sais pas, c'est subtilement sucré. Je sais pas comment te décrire. Mais en tout cas, chaque cuillère, je suis là, je pourrais faire à chaque cuillère, tellement je trouve ça bon. Et pour finir, quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture ? Demander de l'aide, vraiment, je l'ai dit plusieurs fois au cours de l'épisode, mais je pense que d'aller chercher de l'aide, c'est bénéfique. Donc ça peut être d'en parler à quelqu'un de son entourage en qui on a entièrement confiance, ou ça peut être d'aller justement chercher de l'aide auprès d'un professionnel. Et ça renvoie à ce que je disais d'investir sur soi. Ça peut être un coût financier. Il y a des moments dans la vie où c'est pas facile de sortir 50, 60, 70 euros, 80 euros pour une séance. Mais en vrai, c'est de l'investissement sur soi, et il faut trouver le bon thérapeute, il faut trouver la personne avec qui on accroche, mais ça aide à pouvoir poser un autre regard. Tu vois, j'en reviens encore à comme cette histoire de photos, miroir et tout machin. Nous, on voit les choses, on a la tête dans le guidon depuis des années. On essaye des choses qui marchent, on essaye des choses qui marchent pas. Et parfois, on est un peu englué dans des schémas. Et surtout, on a encore une fois et toujours tous les injonctions. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que nous, tu vois. Alors qu'en fait, qui sait rien du tout. Et il faut réussir à faire le tri. Donc, faut faire le tri dans son entourage. Parfois, c'est malheureusement c'est nécessaire. Et puis il faut aller trouver cette personne qui peut nous aider à voir les choses d'une autre façon. Et nous, à côté de ça, parce qu'en fait le travail il se fait pas tout seul, c'est pas le thérapeute qui va faire tout le taf. Nous, c'est au quotidien de mettre en place plein de petites choses qui nous permettent de prendre soin de nous. Et moi, comme je te disais, pour en arriver à la paix avec la nourriture, il a fallu que j'en passe à la paix avec mon corps de manière générale, lui redonner une place. Donc en faisant du sport, en faisant du yoga, en m'habillant avec des choses que j'aime, qui me mettent en valeur, en changeant de coupe de cheveux, tu vois, en faisant des choses comme ça. Et en fait, plus tu prends soin de toi, plus en fait après, tu mets une distance avec la nourriture, parce que la nourriture reprend sa place de base, c'est-à-dire nourrir le corps. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça redevient, ça redevient vraiment, voilà, juste le carburant dont on a besoin au quotidien pour bien aller. C'est d'ailleurs pour ça que les jours où on n'a pas faim, on mange pas, en fait. Et on le voit chez les enfants, encore une fois. On le voit chez les enfants, un enfant qui pleure pour son biberon, il pleure pour son biberon. Et tu vois, souvent, il reste un petit fond dans le biberon, il s'arrête. Tu vas pas le forcer, tu vas pas pousser la tétine dans la bouche jusqu'à ce qu'il finisse. C'est contre nature. L'enfant s'arrête tout seul. Il fait son rot, il fait sa sieste, 2-3 heures après, 4 heures après, il se réveille. Et il remange. Et parfois, il peut passer 6 heures à dormir en mode sieste et il se réveille toujours pas. Tu vas pas le réveiller pour qu'il mange, tu vois. Il se régule. Nous, on a perdu ça. Et je disais à ma psychologue l'autre jour, je fantasme à l'idée de redevenir un bébé qui pleure quand il a faim et qui ne pleure plus quand il a plus faim. Et on peut pas faire ça. Mais en tout cas, on peut le réapprendre. Et plus on fait des choses qu'on aime en dehors de la nourriture, et plus en fait après la nourriture, elle reprend sa place normale. Alors c'est pas linéaire, c'est pas parfait, c'est pas une ligne stable au quotidien où je gère parfaitement et tout. Il y a encore plein de fois où je me rends compte que j'ai trop mangé parce que qu'est-ce que je faisais ? Je regardais la télé en mangeant. Donc difficile de savoir quand j'ai plus faim. Ou j'étais au téléphone, ou j'étais sur mon téléphone, ou alors voilà, c'est les patates sautées. Donc j'en ai fait beaucoup plus que mon appétit et je me dis non, elles vont plus être bonnes demain et je prends le risque de manger un peu trop, de me dire j'aurai un peu mal au ventre après, c'est pas grave, tu vois. Mais de trouver d'autres trucs et je vais même pas dire de trouver des dérivés ou des palliatifs, pas du tout, on veut pas substituer. C'est pas du tout ça, c'est pas remplacer une addiction par une autre, parce que la bouffe peut être une addiction. Quand on a des troubles, c'est devenu un peu notre drogue, tu vois, on est mal face à ça. Et en fait, c'est juste que quand on va chercher ailleurs du bien-être, de l'aide et autres, la nourriture reprend naturellement sa place. Il y a plein de choses, l'entourage joue aussi beaucoup, tu vois. Moi, j'ai la chance d'être avec un homme extra qui est adorable, qui est bienveillant et qui m'aime comme je suis, tu vois. Donc déjà, c'est la base. Si c'est pour être avec quelqu'un qui vous reproche au bout de 6 mois, en fait, que vous avez un gros cul, scoop, en fait, je l'avais quand on s'est rencontrés. C'est dommage de s'en rendre compte maintenant, tu vois. C'est bête, mais ça joue beaucoup, en fait, tu vois. Et on n'a pas besoin de s'encombrer en plus de la méchanceté des autres, tu vois. On est déjà suffisamment rude avec nous-mêmes. Donc, encore une fois, c'est facile à dire, tu vois. On peut pas toujours se débarrasser de son coloc, ses copains, ses copines, ses parents. Les parents aussi jouent beaucoup un rôle. Son médecin aussi. Les médecins sont parfois hyper durs. Un médecin, il va vous peser tout de suite, il va vous regarder différemment parce que vous êtes plus lourde que ce qu'il pensait. Et il va vous dire, faut se mettre au régime. Mais attends, mec, ça fait 1 heure que je suis dans ton cabinet, tout va bien. Et là, parce que t'as vu le poids sur ma balance, t'as changé de regard, tu vois. Faut apprendre à mettre de la distance. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que l'aide extérieure, de la part d'un professionnel compétent, ça peut être un premier point de départ. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi que être suivi par notamment une psychologue ou autre, ou une nutritionniste, ou les deux même, mais une nutritionniste qui
qui ne conseille pas de régime ou de Tout à fait. rééquilibrage. De toute façon, ça n'a aucun sens. Mais là, voilà, psychologue, nutritionniste, voire les deux combinés, c'est je pense, quand on a en tout cas des troubles du comportement alimentaire ou un rapport troublé à la nourriture, je pense que c'est vraiment important et il faut pas hésiter en fait à se dire bon là, j'arrive pas à me réguler seule. Enfin, j'arrive plus en fait parce que quand on a des TCA ou un rapport troublé à la nourriture, on a plus les signaux sont trop troublés justement, ils sont trop perturbés pour qu'on arrive à gérer seul. En fait, à réapprendre comme tu le fais toi là en ce moment, à réapprendre à écouter son corps, à lui faire confiance tout C'est simplement. exactement ça. Et dernier conseil, d'être patient. Alors ça, c'est le plus dur à appliquer, hein. C'est le plus difficile. Mais en fait, je réfléchissais l'autre jour et je me disais, j'ai passé 10 ans, 12 ans au régime. Pendant 12 ans, ça a été la guerre. Pendant 12 ans, ça a été le yo-yo, ça a été la privation, la restriction, les excès, les troubles et autres. Je peux pas attendre un résultat en un an. Je peux pas tout résoudre en un an. C'est pas possible. Il y a 12 ans à déconstruire. Donc, ça va pas forcément me prendre 12 ans. Mais en tout cas, il y a peu de chances que ça se fasse en 6 mois. Il y a peu de chances que je mette uniquement 6 mois à retrouver une attitude complètement naturelle vis-à-vis de la nourriture. Et en fait, j'ai fait ce pacte avec moi-même de me dire, je suis patiente et j'accepte les obstacles, j'accepte les mois difficiles. Et tu vois, d'avoir parlé de tout ça avec toi aujourd'hui, bah oui, le premier confinement a fait partie de ces obstacles et il faut accepter, comme tu dis, que temporairement on a pris 5 kilos et c'est pas pour autant que ça compromet ma santé à vie. Et donc je suis patiente à l'idée qu'ils repartiront peut-être ou ils resteront ou ce sera différent. Mais en fait, c'est ça, c'est d'être premièrement bienveillant avec soi et surtout d'être patient, de se dire c'est comme le corps d'une femme enceinte, 9 mois à s'agrandir, à faire de la place pour un bébé, on dit souvent 9 mois à se remettre, tu vois. Parfois il y en a ça va beaucoup plus vite, parfois il y en a ça va moins vite, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a et en fait, c'est pas en se mettant une pression supplémentaire ou en voulant faire comme sa copine que ça va marcher en fait. C'est au contraire se remettre encore plus dans un schéma restrictif et c'est encore plus ça fait encore plus perdre de temps. Exactement. Et puis en plus, tu parlais des 9 mois là, mais parfois ça ne change pas non plus. Enfin, genre on ne revient pas comme avant non plus. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour tes conseils et merci tout court d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie d'avoir échangé et discuté avec toi aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais en tout cas, j'ai beaucoup Je suis très touchée. Merci beaucoup à toi déjà de m'avoir proposé cet épisode de podcast. C'est pas toujours facile en fait de parler de tout ça parce que je me rends compte que là j'ai quand même dévoilé une grosse partie de ma vie, tu vois. Et en fait, il y a un côté thérapeutique aussi, tu vois, de pouvoir mettre des mots sur ça, de repartir dans des souvenirs sans en pleurer, juste avec de regarder, tu sais, fermer les yeux, de voir un peu les images et de se dire ok, ça fait partie de moi et aujourd'hui, regarde, tu vois, tu vas bien en fait, tout va bien. De voir la progression et en fait, je me dis si une personne seulement qui écoute cet épisode peut s'identifier ou en tout cas peut se sentir inspirée ou moins seule, notre épisode, il aura servi à quelque chose, tu vois. Il aura eu de la valeur. Donc merci à toi, Caro. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada e até logo. E até logo. E até logo. E até logo. E até logo.